Et puis, il y a un moment donné où j'ai voulu aller explorer les hautes terres d'Islande, prendre des pistes, traverser des rivières, tous ces petits trucs un peu plein d'aventures, quoi. Et en fait, je voulais le partager avec quelqu'un, ce moment de ce voyage. Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant, aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue dans ce 51e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, je te partage la conversation que j'ai eue moi depuis la Martinique avec Maya qui elle était dans son 4x4 en Islande et Élise depuis la Meuse dans son studio boisé proche de Verdun. Elles viennent nous raconter l'incroyable aventure humaine qu'elles viennent de vivre. Un road trip entre inconnus en Islande. Une belle histoire qui donne foi en l'humanité. Retrouve comment l'idée a germé, comment ça s'est concrétisé, la naissance de cette belle amitié. Elles nous parlent aussi de leur itinéraire dans des endroits avec des noms absolument imprononçables, des moments magiques qu'elles ont vécus, de leur passion commune et quand même des 2-3 mésaventures qui leur sont arrivées. Allez, belle écoute! Bonjour les filles, bienvenue sur Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai 2 invités avec moi, Élise et Maya. Si vous voulez bien commencer par vous présenter, les filles. Oui, À qui salut. Moi, je m'appelle Maya, j'ai 28 ans et je suis tatoueuse depuis 5 ans. Également, je fais de la photographie et je voyage beaucoup. Donc, j'essaye de jongler entre toutes ces passions pour trouver mon équilibre dans ma vie. Génial. Et coucou Alban, moi je m'appelle Élise, j'ai 29 ans et j'ai monté mon entreprise de gravure laser sur bois pour les jolis jours de la vie, donc les mariages essentiellement. Et donc je grave le bois pour par exemple des faire-part, des panneaux de bienvenue. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire des petites douceurs boisées pour les jolis jours de la vie. Et à côté de ça, je fais beaucoup de voyages en van et de bivouac. Enfin, j'adore la montagne et donc dès que je peux, je me réfugie dans les hauteurs et dans la forêt pour me ressourcer. Super. Est-ce que tu as un Instagram ou un site internet pour s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais? Et pareil, Maya, pour tes tatouages, si on te retrouve quelque part, si vous pouvez m'envoyer les liens, comme ça je les mettrai en description. Carrément. Carrément. Ouais, c'est les spirales d'Élise pour Élise et le point d'encre tatou pour Maya. Et puis, je fais de la photo, mais tout est écrit dans les différentes bios de chacun, donc on peut retrouver facilement les différents profils professionnels. Super. Je remettrai tout moi en description de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous êtes là toutes les deux, c'est parce que vous venez de vivre il n'y a pas si longtemps une expérience incroyable. C'est un road trip entre inconnus. Ouais. Alors, on va en parler. Peut-être Maya, toi qui a lancé l'idée comme ça, tu veux bien commencer, expliquer comment ça t'est venu, comment ça a commencé tout ça? Alors, ça a commencé il y a 9-10 mois à peu près quand j'ai commencé à prévoir un road trip en solo en Islande, déjà dans un premier temps. Voilà, j'ai voulu partir plusieurs mois en Islande avec mon 4x4 aménagé, histoire de me sentir comme à la maison, dans ce magnifique pays que je connaissais déjà un petit peu et qui a volé mon cœur plus d'une fois.
Et en fait, je suis quand même partie avec mon copain. Et puis au bout de 3 semaines, il est rentré pour questions professionnelles. Donc je me suis retrouvée toute seule en Islande, chose que je cherchais avant tout. Simplement, voilà, j'ai vécu des moments hors du temps, incroyables en étant aussi toute seule. Donc c'est des émotions très particulières. Et puis il y a un moment donné où j'ai voulu aller explorer les hautes terres d'Islande, prendre des pistes, traverser des rivières, tous ces petits trucs un peu plein d'aventures quoi. Et en fait, je me suis dit, à ce moment-là, je voulais proposer à quelqu'un de venir me rejoindre. En fait, je voulais le partager avec quelqu'un, ce moment de ce voyage. Ok. Et voilà, et j'ai longtemps hésité avant de lancer le truc. Et en fait, j'ai fini par oser. Et heureusement, sinon on n'aurait pas vécu ça avec Élise. Voilà un peu comment ça s'est déroulé. Comme je disais, donc j'ai hésité plusieurs jours. Ça me trottinait dans la tête de comment j'amène la chose. Je savais que j'allais me servir de mes réseaux sociaux pour trouver quelqu'un pour partager ce moment avec moi, mais j'avais peur, je sais pas pourquoi, j'avais peur du jugement de cette demande, comment elle allait être accueillie, etc. J'avais peur qu'on pense que je quémande de la compagnie, alors que j'ai prévu de partir en solo. Il y avait tout un tas de questionnements. Et puis j'ai lancé le truc, et en fait, une simple story sur Instagram. Et puis en fait, j'ai reçu déjà beaucoup de réactions hyper positives, donc ça m'a vraiment... j'étais hyper surprise, agréablement surprise par les réactions. Très très positives et en grand nombre. Pas forcément que des gens intéressés pour venir, mais un espèce d'engouement autour de cette idée. Génial. Ouais, ça a été assez... waouh, ça a été un peu explosif, on va dire, et je m'y attendais pas. Et puis en fait, ça s'est fait très rapidement. Je dois dire honnêtement, Élise va nous expliquer, mais elle m'a envoyé un message dans les minutes qu'on suivi ma story. Et puis 1 heure après, en fait, ça s'est concrétisé, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est hyper rapide. Alors là, Élise, je veux t'entendre. Non, mais ça s'est fait. En fait, ça s'est fait à la fois hyper rapidement et c'était comme si ça coulait de source, en fait. Tu vois, j'ai vu la story vers 11h, je crois. Et je lui ai envoyé un message, peut-être 5 minutes après, je lui ai envoyé un message du style, waouh, c'est énorme. Dans l'immédiat, j'étais pas vraiment encore dans la conscience, je prenais pas conscience que ça pouvait être moi, la coloc de voyage que Maya cherchait. J'étais vraiment hyper surprise de son message, de sa demande, et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est fou. Et après, mon cerveau, il a analysé, il a digéré l'information en 2-2. Et je suis allée dans la cuisine où il y avait mon copain et je lui montre la story de Maya et je lui dis, ouais, mais t'as vu, cette proposition, elle est énorme. Après, Maya, je la connaissais pas. C'était un compte que je suivais parmi tant d'autres, en fait. Mais on se suivait mutuellement et on était allés en Espagne quelques mois après que Maya était allée. Du coup, on avait un peu suivi le même itinéraire. On avait un peu commenté nos photos mutuellement, mais sans plus en soi. Et donc, je vois sa story, je la montre à Damien, mon copain, et il me dit, mais Élise, vas-y, quoi. C'est go. Et puis, du coup, dans ma tête, c'est vraiment un milliard de trucs parce que moi, en été, c'est la saison estivale, c'est la saison des mariages. Moi, je fais beaucoup de mariages, donc je fais beaucoup de produits pour les mariages, donc j'ai normalement de contrats pour cet été. Et donc j'avais plein d'excuses qui me disaient mais non Élise, c'est pas le moment, normalement l'été on part jamais, on part toujours en saison basse. Donc il y avait plein d'excuses. J'avais 1 milliard d'excuses qui me disaient mais non Élise, ce sera pour quelqu'un d'autre. Et il y avait une petite voix qui me disait mais non, mais je veux absolument pas que ce soit quelqu'un d'autre qui profite de cette expérience-là. Et donc, dans la foulée, j'ai envoyé un message à Maya en lui disant mais je suis grave intéressée, en fait. Je veux venir avec toi en Islande, je veux te rejoindre. Et, tu m'as dit c'est comme un entretien d'embauche, pire qu'un entretien d'embauche. m'a dit. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que le plus dur dans cette décision, c'était vraiment le premier message parce que ça allait enchaîner ça allait forcément modifier toutes les décisions de mon été. Et donc, c'était le premier message, j'avais le cœur qui palpitait en me disant, mais si je lui envoie, je veux venir, je veux que ce soit hyper sérieux, que la réponse, elle soit, je veux que ce soit moi, quoi. Et en fait, ça a été hyper naturel parce que, faut savoir que j'ai pas attendu, en fait, d'avoir
un million, j'abuse. Je n'ai pas attendu d'avoir plusieurs candidatures. J'aime pas trop ce mot-là, hein, attention, mais on va le dire comme ça, c'est plus simple. Qui se proposaient à moi parce que j'avais pas envie d'être partagée, de frustrer quelqu'un. Enfin, c'était pas mon objectif. Donc en fait, c'est pour ça aussi que ça a été rapide, mais c'est aussi parce qu'avec Élise, je l'ai extrêmement bien senti dès le départ. Je l'ai sentie motivée. Je sais qu'elle voyage déjà en van de son côté, qu'elle aime les randonnées. Enfin, c'était un profil parfait en fait. Donc du coup, ça c'est pour ça que j'ai pas cherché. Plusieurs fois, Élise, tu m'as posé la question. Mais t'es sûre on valide ? Est-ce qu'on valide ? Je me rappelle plusieurs fois, elle m'a dit ça. Est-ce que tu veux attendre avant qu'on valide ? Elle m'a posé 3-4 fois la question et j'étais en mode non, ça va servir à quoi ? Je vais hésiter entre 2 personnes. Alors non, en fait, c'est bon, si tu es OK, c'est bon, tu peux prendre ton billet d'avion. Ouais, ton instinct te disait c'est elle et puis c'est tout, c'est personne d'autre. C'est ça. Génial. Et du coup, alors, pour qu'on resitue un petit peu, cette story, elle était quand ? C'était fin juin. 29 juin exactement. Ok. Et du coup, en Islande, t'es venu la rejoindre quand ? Le 29 juillet. Un mois après. Pile un mois après. Ok. Le billet d'avion était pris dans l'heure qui suivait. Ah ouais, carrément. Le voyage était prévu pour un mois après et j'avais comme critère quand même que Élise soit là pour 2 semaines, quoi, minimum. Voilà. Et au final, c'est combien de temps qui s'est 2 semaines. C'était parfait. Ouais, 2 semaines pile. Ça t'allait bien. Voilà. Ouais, en gros, j'ai vu la story de Maya à 11h et à 13h, j'avais acheté mon billet d'avion, j'avais déjà comparé en amont, j'avais comparé toutes les agences de voyage, enfin toutes les agences aériennes pour si Maya, enfin avant de dire OK Maya, je viens, histoire que ce soit pas trop hors budget, que ce soit quand même dans mon que ce soit possible en fait et réalisable de mon côté. Donc ça, j'avais déjà pris ça en amont ces informations, mais je voulais pas non plus, moi, me vendre du rêve et me dire que je voulais absolument y aller, que finalement c'était hors budget ou quoi. Mais là, il y avait vraiment... toutes les planètes étaient alignées parce que tout était OK, quoi. Les feux étaient verts. Ça devait se faire. Je l'ai un peu guidée pour les agences aériennes et au final, incroyable de trouver un billet d'avion en plein été, en dernière minute pour l'Islande à moins de... Redis-nous vite fait le prix. C'était 350 €. J'ai pris l'assurance, mais 350 € l'aller-retour. Ah donc oui, il y avait vraiment... Enfin, pour moi, c'était irréel. En plein été. Moi, je m'attendais plutôt à du 1000 €, quelque chose comme ça. En pleine saison, en dernière minute, un billet à moins de 400 €, assurance comprise, bagages en soute compris. Enfin, vraiment, on ne s'attendait pas à des prix aussi bas. Ouais, c'est que vraiment, ça devait se faire. C'est ça, il fallait que ce voyage ait lieu et tout le long du voyage, d'ailleurs, ça s'est confirmé. Il fallait forcément qu'on se rencontre, il fallait forcément qu'on vive cette expérience ensemble. Mais incroyable. Et justement, comment ça s'est passé la rencontre déjà entre vous deux ? Eh bien, en fait, on a communiqué un petit peu quand même avant de se rencontrer, mais simplement pour que je dise à Élise qu'est-ce qu'il fallait qu'elle prévoie, d'emmener avec elle, qu'est-ce qu'il fallait pas qu'elle oublie. On s'envoyait des petits vocaux, mais on s'est pas spécialement appelé non plus. On s'est surtout envoyé des vocaux. Je pense que Élise a été très prise par le travail avant de venir, histoire d'arriver l'esprit tranquille de son côté aussi. De boucler ce qu'elle avait à faire pour pouvoir juste se déconnecter, on va dire. Et puis moi, c'est vrai que j'étais hyper excitée à l'idée qu'elle arrive. On s'est tout de suite reconnus, prise dans les bras. Enfin, c'était une évidence. Et puis en plus, Élise est arrivée avec un petit cadeau, une petite attention pour moi trop mignonne. Vu qu'elle fait des gravures sur bois, en fait, elle m'en avait fait un petit cadeau, un petit porte-clés hyper personnalisé par rapport au voyage. Donc c'était juste trop mignon. Ça introduisait le truc vraiment parfaitement. Et voilà, on a passé les 2 premiers jours à préparer un peu le voyage ensemble, en fait. Et surtout à préparer. Ça se prépare pas vraiment parce que c'est beaucoup du dernière minute en Islande. On s'adapte beaucoup, mais je veux dire, on a parlé, on a regardé des documentaires sur les volcans. On s'est mis dans le bain, en fait. Ouais, c'est ça. Les 2 premiers jours, en gros, on était à Reykjavik. On a visité un peu la ville. Bon, après, elle se visite très rapidement, mais c'était vraiment histoire de sceller un peu le début de notre rencontre et le début de cette aventure et de préparer un peu tout ce qui allait pouvoir se passer, de savoir à peu près la météo, vers où on allait, parce que finalement on n'avait rien, on y allait un peu au feeling en fait, on n'avait vraiment rien prévu, pas vraiment préparé, on savait que c'était les hautes terres notre objectif, mais on savait pas forcément
pas forcément dans quel ordre et quel allait été, ouais, quel allait être le sens en fait de ces 15 jours-là, quoi. Ouais, vous aviez quand même chacune de votre côté un peu des choses à voir ou à faire absolument notées ou même pas? Ben en fait, comme dit Élise, et j'adore quand elle dit ça, c'est qu'il n'y avait pas non plus d'attente particulière. C'est ce qui a fait que le voyage était magnifique et qu'on a pu s'adapter au climat. Parce que l'Islande, c'est vachement comme ça. Il faut savoir que ça sert à rien de faire d'avoir des objectifs très précis. Parce qu'on ne sait jamais si on va pouvoir le faire, dans quel ordre, à quel prix, à quel level de souffrance au niveau du climat, etc. Donc en fait, non. On savait qu'on visait les hautes terres. Maintenant, on a eu quand même de la chance. On a réussi à être patiente, à avoir des paysages magnifiques, malgré le fait qu'on soit pris 2-3 tempêtes sur la tête aussi. Mais globalement... on a beaucoup roulé aussi, faut dire, mais je trouve que les timings étaient plutôt bons pour nous et ça s'est fait c'était fluide. Ouais, et juste, enfin, pour moi, l'Islande, c'était tellement dans ma tête avant de voir la story de Maya. Pour moi, l'Islande, c'était un peu la destination inaccessible. Enfin, tu vois, genre, pour moi, c'était impossible de mettre notre van sur un ferry et de partir, niveau budget, en fait, tu vois. Et du coup, je m'étais jamais vraiment renseignée sur le pays. Et quand Maya, elle a lancé l'appel en disant on va voir les hautes terres, j'étais absolument persuadée que c'était le nord de l'Islande. Donc, quand j'ai dit à Maya, d'accord, ok, donc on ira dans le nord, c'est ça? Elle me dit, ah non, pas du tout, les hautes terres, c'est dans le centre. Donc, c'est vraiment pour te dire à quel point j'étais complètement dans la découverte de ce pays et je me suis laissée porter. Et de surprise en surprise, j'ai appris à découvrir ce pays-là qui, pour moi, je m'étais jamais vraiment renseignée sur ces terres islandaises. Mais c'est ça qui est beau aussi. Moi, j'ai adoré, en fait, partager ma passion de ce pays et essayer d'apprendre des choses à Élise de ce que je sais de l'Islande, etc. Et de la voir aussi avec des étoiles dans les yeux. Enfin, vraiment, c'était des moments... et moi aussi, bien sûr, parce qu'on a découvert des lieux ensemble, même si je connais le pays. Les hautes terres, je ne les avais pas faites parce que ça ne se fait qu'en été. C'est la première fois que je viens ici l'été. Et du coup, c'était aussi des découvertes communes, des émotions partagées, des étoiles dans les yeux. Enfin, vraiment, c'était très fort. Ah, c'est super. Mais oui, effectivement, c'est ça. Puis je pense que le fait qu'Élise, tu te sois jamais renseignée sur le pays, au moins, tu avais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, pas d'attente. Donc, tu pouvais pas être déçu. Tu pouvais pas te dire, oh, je veux absolument voir ci ou ça, que peut-être la météo aurait empêché. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a eu zéro déception. Et puis, je pense qu'après, je fonctionne aussi comme ça dans mon mode de voyage en règle générale. J'aime bien un peu faire un itinéraire, mais je suis pas du genre à faire un tableau Excel avec telle journée on va faire ça. Tu vois, j'aime beaucoup me laisser porter par les rencontres parce que des fois il y a des rencontres qui c'est des trucs imprévus et que ça sert à rien de trop prévoir et là en Islande c'était vraiment du lâcher prise et je pense que ce voyage-là ça m'a énormément appris en lâcher prise, rien que ne serait-ce de voyager dans un 4x4 de 2 mètres carrés avec une inconnue. Là il y a aussi une sorte de lâcher prise énorme et de confiance mutuelle. Moi, je trouve ça super beau. C'est vrai. Oui, c'est incroyable. Et justement, comment ça s'est passé? Parce que déjà, quand c'est avec quelqu'un que tu connais, cohabiter dans un si petit espace, c'est pas forcément facile. Là, 2 inconnus cohabiter dans un 4x4, comment ça s'est passé? Alors, donc Élise est venue très légère, c'est aussi un paramètre important. Je prends cet exemple toujours parce que mon copain, par exemple, quand on voyage ensemble, il est musicien, il a toujours une guitare et il a beaucoup d'affaires avec lui niveau musique. Et ça prend beaucoup de place dans le 4x4, c'est beaucoup de manutention. Et c'est énergivore, en fait, mine de rien, tous les jours à déplacer. Donc je m'étais dit, ma co-voyageuse, faut qu'elle voyage plutôt léger. Donc un gros sac à dos quoi et vas-y. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Donc déjà on se sentait pas non plus empiété par les affaires à droite à gauche. Il faut savoir que on n'a pas dormi ensemble Élise et moi. Donc le 4x4 est fait de manière à ce que l'intérieur est aménagé. Moi je dors à l'intérieur et Élise dormait dans la tente de toit. Ah oui, t'as quand même des couchages séparés. Voilà, chacun son espace de dodo privé. On a toutes les deux respecté les rythmes de l'une et l'autre et puis on était de toute façon dans le même mood en fait. On s'est calqué vraiment très naturellement à ce niveau-là.
Et puis en fait, on faisait à manger toutes les deux dans le 4x4 ensemble. Et en fait, c'était du kiff, quoi. Enfin, on n'a pas, Élise le dira après, son ressenti, mais moi, j'ai pas ressenti la promiscuité de façon désagréable parce que en Islande, on est quand même beaucoup dehors, en fait. On profite un maximum des espaces extérieurs. On est souvent dans des campings, et donc il y a souvent des salles communes. Donc on n'a pas été inconfortable à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que la promiscuité, moi, je l'ai pas vraiment, enfin, je l'ai pas subi. Enfin, il y avait pas de. En fait, c'était 2 semaines. En fait, je suis partie vraiment dans un mood. Je veux avoir des souvenirs de chaque minute et que chaque minute soit hyper positive. Je veux pas. Il y a pas de place pour la mauvaise humeur. Il y a pas de place pour les regrets. Il y a pas de place pour ne serait-ce qu'un reproche en fait. Et donc ça a filé. C'était vraiment comme un cours d'eau. C'était vraiment l'histoire C'était tout doux et du coup bah c'était trop bien. Et c'est vrai que alors ouais on était H24 ensemble pour le coup. Il y avait juste la nuit, mais on se couchait tard, on se levait assez tôt, en fonction des journées, en fonction de notre planning. Ah, ça va. Mais du coup, il n'y avait pas forcément de j'en ai marre, attends, je vais m'isoler. Il y avait pas forcément... Enfin, il y avait pas ça du tout, en fait. J'ai pas ressenti ça à C'est aucun super, ça. moment. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas ressenti. Après, il y a eu aussi de la fatigue. En fait, c'est un tas de... Parce que moi, j'ai beaucoup conduit. C'est moi qui ai conduit les 2500 km avec Élise. Donc, j'ai eu aussi de la fatigue un peu accumulée à la fin. Je le sentais un petit peu. Mais en fait, il suffit qu'on ait un coucher de soleil magnifique. Et puis, tout de suite, la fatigue, tu la mets de côté. Tu te dis, attends, on va profiter de ce moment à fond. C'est les derniers. Voilà, même si, bien évidemment, que 2500 km, ça épuise. Mais c'était magnifique. Ah, c'est génial. Vous voulez nous raconter un petit peu le programme, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu? Eh bien, alors, donc on a passé les premiers jours au niveau de la capitale, à arpenter les petites rues et à manger des cinnamon rolls. Bien sûr, notre passion. Voilà, il faut savoir que notre trip était quand même vachement axé sur la nourriture. On a beaucoup mangé. Je me rappellerai toujours quand Élise m'a dit « J'ai jamais autant mangé que depuis que je suis avec toi. » Mais clairement, on n'arrêtait pas. Franchement, et puis on aime toutes les deux cuisiner. Alors, c'était très marrant de nous voir, parce que le soir, dans les campings, la plupart des voyageurs, ils sortent leurs petites nouilles chinoises et ils mettent de l'eau, tu sais, pour les réhydrater. Ouais. Et je vais pas cacher que 3-4 fois, on a mangé aussi du lyophilisé parce que 3-4 fois, ça a été plutôt pratique. Mais tout le reste du voyage, en fait, on s'est fait des super repas, hyper aboutis. On avait 6 ingrédients différents et puis on était là avec 3 poêles. Enfin, on prenait toute la place dans le camping. Les gens devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elles font, elles se croient à Top Chef, quoi. Non, mais clairement, il y avait même des Français qui sont venus nous voir et ils ont dit « Mais vous êtes déter, les filles Mais il est 23h, faut dormir !» C'est clair. Il est 23h et nous, on est là, on coupe des légumes. On a nos épis. La nourriture, c'est important. Ah oui, faut se nourrir. On ne s'est pas laissé aller ni abattre au niveau de la nourriture, ça c'est sûr. Et puis bien, on a commencé par les Hautes-Terres en fait. C'était l'objectif vraiment. Les Hautes-Terres, c'est très vaste en Islande, et puis on est loin d'avoir tout fait, mais on a commencé par le Landmannalaugar, donc vraiment, je pense que c'est le must, c'est vraiment, je pense à toutes les deux, les moments les plus forts qu'on ait vécu, c'était quand même là-bas, au Landmannalaugar. Donc il faut savoir que c'est sur une zone quand même très active volcaniquement, je sais pas si ça se dit ça, je sais pas. Je sais pas non plus comment on dit. C'est une zone volcanique très active, et surtout c'est vraiment caractérisé par le fait qu'il y ait des montagnes colorées vraiment partout, grâce à tous les minéraux en fait qu'il y a dans la terre. Et en fait, du coup, ça fait du bleu, du rouge, du vert. Le Landmannalaugar, c'est ça, c'est un arc-en-ciel de couleurs dans les montagnes. C'est de la fumée, des fumerolles, c'est une vue à 360 degrés, c'est une randonnée, on a fait 11 km. Notre première randonnée ensemble, pleine d'émotions.
Pour y aller, il faut traverser des rivières avec le 4x4. Donc c'est l'aventure, t'es sur des pistes. Tu dors au camping. Le camping, ça ressemble au camp de base de l'Everest. Les gens, en plus, il pleuvait. Les gens, ils sont là avec leur tente colorée. Il y a un bus à la Into the Wild dans lequel tu peux boire ton petit chocolat chaud, manger un petit cinnamon roll. Enfin, franchement, c'était vraiment incroyable. Ça, c'était le lendemain à Logar, ouais. Ouais, on a commencé super fort. Enfin, c'était vraiment... c'est ici que tu comprends pourquoi on surnomme l'Islande la terre de feu et la terre d'eau et de feu un peu. Enfin, c'est vraiment les éléments qui se mélangent, qui s'entrechoquent et ça crée des paysages uniques au monde et c'est incroyable. Et du coup, on a commencé par ça tout début de la semaine et c'était des souvenirs et ça a tout de suite scellé en fait. On savait qu'on était dans le vif du sujet, quoi. Ah, c'était... Vous commencez en beauté. On a commencé fort, quoi. Après, on a mis le cap sur le Kerlingarfjall. Donc ça, je m'excuse d'avance pour les prononciations, hein, parce que les mots islandais... Ouais, je pense que personne t'en voudra, hein. Je sais pas. Et puis, donc en fait, un peu dans la même vibes que le Landmannalaugar, c'est des montagnes colorées ocre. Il y a du rouge, du gris, et surtout des sources thermiques. Ça fume et ça bouillonne de partout autour de toi. Donc c'est vivant, quoi. Et t'es là, tu te sens c'est à perte de vue. Et tu rentres, ça sent le soufre. On avait un vent à décrocher un dentier, comme on dirait. On ne tenait même pas debout sur les sommets, mais c'était absolument incroyable, des couleurs, voilà, du jaune. Je me rappelle Élise qui m'a dit, mais en fait, ils nous mentent, les Islandais, regarde, c'est de la peinture là, en fait, ça c'est, t'as vu, c'est fake, c'est de la peinture. En fait, il y avait des coulis sur les montagnes, des coulis jaunes, rouges, verts, et on aurait dit de la peinture qui coulait. C'était incroyable. C'est ça, on aurait dit que quelqu'un avait nettoyé sa palette au-dessus de la montagne et donc tu voyais son aquarelle qui bavait en fait sur la montagne et on se disait mais attends, c'est un fond vert, c'est de la triche, mais ah là là, c'est du fake. Ouais. Mais ouais, c'est des paysages qui sont incroyables et c'est incroyable, vraiment, c'est un truc à vivre, c'est hyper intense. Après ça, on a pris la route, on est remonté sur le nord de l'Islande par la route 35 qui met le cap comme ça vers le nord. Et puis, on est passé par le nord. Élise a adoré le nord parce que c'est beaucoup... tout d'un coup, tu te retrouves dans un environnement très vert, beaucoup plus vert. Ok. On sort des couleurs marron, ocre... là, on est dans un paysage très verdoyant avec des fjords en bord de mer. Donc, tu as le vert et le bleu qui s'entrechoquent. Et on avait du soleil, donc c'était absolument magnifique. On allait récupérer le soleil. Donc, on est passé par le nord. Je crois que là, c'est les journées les plus chaudes qu'on ait eues, entre guillemets, à se mettre en t-shirt. C'était un peu le Saint-Tropez de l'Islande, quoi. On se mangeait nos petites fish and chips au soleil avec nos petites lunettes. Et moi, j'ai dit, regarde, on dirait on est à Saint-Tropez, là. C'est ça, et ce qui moi m'avait un peu, avec le recul, j'en ai pris conscience après, mais par exemple dans le centre, donc dans les hautes terres, donc c'est là où c'est très volcanique, et ben j'ai trouvé que le ciel était vide en fait, parce qu'il n'y a pas d'oiseaux, du fait qu'il y a pas d'herbe en fait, et il n'y a pas d'insectes, il y a même pas de mouches, il y a vraiment pas de mouches, il y a rien en fait. Et je trouvais, avec le recul, je me disais mais en fait il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a un truc qui me manque. Et c'est une fois qu'on est allé dans le nord où on a revu des moutons, on a revu des chevaux, on a vu le littoral, la mer, et ben on a revu des oiseaux et c'est là que je me suis dit mais c'est ça en fait, ça me manquait, le ciel était vide dans le centre du pays. Alors c'est magnifique, il y a pas à dire, il y a rien à dire, mais c'est vrai que je crois que l'herbe et le ciel avec les oiseaux m'avaient manqué. Oui. Mais ça doit être incroyable comme sensation, effectivement, se retrouver sans insectes autour, alors que t'en as en permanence autour de toi, ça doit être il y a pas unique. C'est vrai que dans le centre, il n'y a pas de vie, enfin, il n'y a pas de... La vie, elle est sous la terre, c'est sous la terre que c'est vivant, quoi, mais je veux dire, il n'y a pas de... C'est sûr que c'est pas là où tu vas trouver des papillons, non, quoi, il y a... Okay. Il y a nous, quoi, il y a nous, et de temps en temps, des moutons qui se sont perdus là parce qu'ils sont en liberté. Il y en a qui ont fait des centaines de kilomètres, donc il y en a qui atterrissent là. Mais voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas âme qui vive, non, c'est clair.
Et après, donc on est passé par le nord. Et l'objectif en passant par le nord, c'était de rejoindre encore une autre partie des Hautes-Terres. Mais plus par l'est en fait, parce que il faut savoir que l'Islande, dans les terres, les routes, c'est très limité. Enfin, c'est limité. On peut pas les prendre n'importe où. C'est que des routes qui sont, c'est des pistes, mais qui sont bien, qui sont marquées. On n'a pas le droit de sortir des sentiers sous aucun prétexte. Voilà, on ne roule pas hors des pistes. Donc du coup, en fait, on voulait choper une piste pour aller direction Askja. Donc là, Askja, c'est vraiment un des 4 plus gros volcans d'Islande actifs. Et c'est vraiment, pour moi, Askja, c'est le cœur de l'Islande. Alors, encore une fois, même en étant 4 mois ici, il y a bien sûr qu'il y a plein d'endroits que je n'ai pas vus. Et je ne dis pas tout connaître du pays, mais pour moi, Askja, c'est vraiment le cœur du pays. Et quand tu viens te perdre à Askja, c'est que vraiment, t'es allé quand même au bout des choses, parce que faut savoir que pour y aller, c'est plusieurs, centaines, en fait, kilomètres de pistes. Donc, dans une journée, j'ai conduit 5 heures sur la lave, sur le sable, sur les cailloux, sur un paysage à la fois lunaire, à la fois, on dirait Mars, à n'en plus finir. À un moment, Élise m'a quittée, elle a fait un petit somme à côté de moi, elle était fatiguée. Mais c'est vrai que, on a fait 180 km de piste dans une journée. Donc c'était incroyable. Et Askja, t'arrives là-bas, il fait 6 degrés. Il y a de la neige, il y a des neiges éternelles. Et t'accèdes à ce volcan qui a une caldeira qui est énorme, avec le lac le plus profond d'Islande, si je dis pas de bêtises. Et voilà. D'accord. Et son petit lac Viti qui est couleur bleu, blanc, laiteux. Ouais, Actimel un peu. Actimel. Et ouais, c'est... Élise, vas-y, je t'en prie, dis quelque chose sur Askja si tu veux. Mais c'était fou. En fait, c'est vraiment, il y a tellement de couleurs différentes en Islande. Et puis ouais, on a marché sur la neige. Il faisait un froid. Enfin, il faisait méga froid. Et puis d'un coup, tu vois une horde de rangers. Donc c'est à la fois là-haut des guides. Si j'ai bien compris, ils font aussi des randos avec... ils emmènent des gens pour visiter Askja. Et à la fois, c'est eux qui vont aussi sauver les 4x4 ou les dusters qui se sont noyés dans les gués, donc dans les rivières. Ils ont pris l'eau. Donc, ils ont un peu plusieurs missions. Souvent, ça. C'est ça, il y a des petits accrochages, disons. Et puis là, on voit une horde de rangers habillés en fluo, rouge fluo, orange fluo, qui sortent comme ça, qui nous rejoignent. En fait, on était en train d'admirer le lac glaciaire, et puis t'as ces petits bonhommes en rouge qui viennent d'un coup. En combinaison, on aurait dit que c'était des astronautes qui venaient d'atterrir sur Mars, clairement. Mais c'est ça. Tu te demandes où t'es. Non mais exactement, tu te demandes où t'as atterri, qu'est-ce qui se passe en fait. Mais enfin c'était un moment aussi un peu hors du temps, quoi. En fait, vous nous avez menti, vous étiez pas dans un 4x4, vous étiez dans une soucoupe volante, c'est ça? Peut-être bien. Franchement, c'était fou. Et après, on voulait pas rester la nuit à Askja parce qu'on voulait tracer. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de kilomètres. Donc, une fois s'être rendu au niveau du cratère, on a pris une autre piste pour ressortir à l'est de l'Islande, toujours par des F-roads, donc encore des paysages qui changent, et pour atterrir le soir même, et ça c'est c'est vraiment la consécration, quoi, si j'ai envie de dire, dans cette cascade d'eau chaude. Ah oui, l'apothéose. C'était un moment magnifique, on avait un joli coucher de soleil, on a attendu que des gens s'en aillent, histoire d'avoir la cascade pour nous toutes seules. Et puis là, on était toutes les deux on est resté, je sais pas, au moins 1h30, 2 heures peut-être dans cette cascade. On voulait plus en sortir, parce qu'une fois que t'es dedans, c'est un peu difficile d'en sortir avec le froid et le vent. Tu m'étonnes. C'était absolument... Ah ouais, c'était ouf. Et puis c'est une cascade où t'as vraiment l'eau chaude qui était peut-être à 35, 37 degrés. Elle est bien à 38, elle est minimum à 38 en général. Ouais, elle est vraiment chaude. Et elle sort directement, l'eau chaude est... c'est un truc de fou, tu prends ta douche dans une cascade naturelle, quoi. Et ouais, je pense qu'on est facilement resté 2 heures, et puis à un moment on s'est dit, bon, faut peut-être on aille manger un petit bout quand même, parce que bon, on va pas coucher là. Et on a dû sortir à contre-cœur, mais ouais, c'était aussi un truc... On a bien fait d'attendre que les gens sortent. On a eu vraiment ce moment avec ce petit coucher de soleil, ces petits nuages colorés au-dessus de nous.
C'était un moment aussi super beau. Hors du temps, ouais. Ouais. Et puis de toute façon, c'est ça, l'Islande, c'est que des cadeaux comme ça qui viennent à toi. Et puis parfois, on est là, on s'abrite pendant quelques heures parce qu'il y a une tempête et on attend que ça passe. Mais souvent, la nature te récompense dans les heures qui suivent, quoi. Enfin, ça change beaucoup, c'est quand même assez variable le temps. Donc, on a aussi, j'ai oublié une petite étape, on s'est arrêté dans un camping où Élise, aussi, on a déliré parce qu'il y a plein d'animaux et on a vu un bébé renne là-bas qui était absolument adorable. Oh, mais trop mignon. Oh là là, Élise, elle me fait, on était à l'intérieur et puis elle me dit, mais elle entend un bruit, un couinement, mais qu'on connaissait pas. Et elle me dit, mais il y a des canards ici. Mais c'était vraiment un bruit inconnu et à la fois un petit coin-coin. Ça m'aurait pas étonné qu'il y ait une famille de canards qui sortent de derrière les fagots. Donc du coup, on sort et là, il y avait vraiment un bébé renne, mais trop mignon. Il avait même pas encore ses cornes. Enfin, ses bois. Mais c'était trop mignon. Donc ça aussi, c'était un chouette moment, un peu, c'est hors du commun, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit des C'est sûr. bébés rennes. On a aussi vu, même si c'était furtif, Élise aussi, j'en ai vu d'autres, mais avec Élise, un petit renard arctique qui a traversé devant nous. Donc les petits renards polaires, ils sont vraiment petits et puis ça dépend de la période de l'année. Des fois, quand ils sont entre deux mues, ils sont à la fois blancs et marrons. Là, celui qu'on a vu, il me semble qu'il était tout marron. Et ils sont vraiment différents, ils sont pas comme chez nous, donc c'était chouette aussi qu'on puisse voir ça. Voilà. Après, on est redescendu par le sud. En fait, voilà, on a fait une boucle, centre, Haute-Terre. Vite fait, on est passé par le nord, on est redescendu par les Hautes-Terres, on est ressorti à l'est. Et on a fini par la côte sud. Et puis la côte sud, c'est quand même là où il y a des lieux emblématiques aussi, certes plus touristiques, mais quand même des immanquables, que même si moi j'avais vu, bien sûr, on s'est arrêté aussi avec Élise et je les ai vus d'une manière encore différente parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va sur un lieu, il suffit qu'il n'y ait pas la même météo, ce soit pas la même saison, en fait, c'est pas les mêmes paysages. Donc tu redécouvres Ah ouais. les choses. Donc en fait, tu ne t'en lasses pas. Je veux dire, moi, il y a des endroits, peut-être j'étais allée 3 fois. En fait, j'étais trop contente d'y retourner. Et on est passé par la côte sud. Et là, voilà, on s'est arrêté aux cascades, on s'est arrêté aux glaciers, aux icebergs. Élise, ouais, les icebergs, c'était ouf. Et puis on a vu des macareux. Et ça, c'était vraiment l'apothéose. En fait, j'avais pas vraiment d'attente et à la fois, j'avais des petites envies un peu intérieures. J'en avais peut-être pas trop parlé à Maya, mais par exemple, c'est vrai que je voulais voir des macareux, mais je savais pas vraiment si c'était la saison, donc je lui avais dit, est-ce que tu penses que on pourra voir des macareux? Puis on est sûr de rien, on sait jamais vraiment ce qui va se passer dans la journée, donc elle m'a jamais vraiment dit, mais oui, on en verra. Mais le dernier soir, avant de remonter vers l'aéroport, on est allé vers une côte où les macareux normalement sont assez nombreux. Et en fait, on les voyait pas parce on les voyait très loin, en fait. De très loin, on s'est dit, mais enfin, c'est nul, quoi. Ils sont super loin, on dirait même des pigeons. Enfin, ça n'a pas de sens. On les voit pas, c'est nul. Maya, elle dit, non, c'est bon, vas-y, on rentre. Elle était crevée et la route et la fatigue, en fait, avaient eu raison d'elle. Et donc, on a failli abandonner. Et finalement, on nous a dit qu'il fallait aller dans le parking en bas. Et donc, on a fait on est juste descendu et on a fait une petite marche et là, on a vu les macareux qui étaient à peut-être 30 cm de nous. Et, Wow. et là, c'était un rêve. Genre les yeux qui pétillent et le cœur qui s'accélère. Enfin, c'était vraiment incroyable. Oui, c'est aux falaises qui est à côté de Vic, du coup, qui niche. Et puis, faut savoir qu'on était quand même mi-août. Donc, on était vraiment là au bon timing parce qu'en fait, ils allaient commencer à partir bientôt. Donc, heureusement qu'Élise n'est pas venue plus tard dans le mois d'août parce qu'on les aurait loupés, en fait. Et ils seraient déjà repartis en mer. Donc là, c'était vraiment la période, un peu le dernier timing pour pouvoir les observer. Mais c'est vrai qu'au début, on les voyait de loin. Et de loin, en plus, ils volent assez rapidement. Et du coup, on n'a pas le temps de les observer. Et du coup, bon, Élise était un petit peu déçue. Ouais. Et puis au final, on a trouvé ce spot et on est resté, je sais pas, 2 heures. Et puis les couleurs, le sunset. En fait, tout c'est bien. Les étoiles sont alignées. Il y a eu des couleurs magnifiques. On était là pour vraiment la golden hour. Des couleurs de ouf. Donc des photos incroyables. Des moments magiques. Pas beaucoup de monde en plus. Ça, franchement, ça va.
Et c'était, je pense, un de nos plus beaux couchers de soleil aussi de ce voyage. Et surtout, juste carrément. avant qu'elle rentre, c'était vraiment le petit cadeau de la fin. Bah oui, c'est ça, un beau cadeau de départ, quoi, pour finir en beauté. Oui. Mais carrément, j'en en demandais pas autant. Et là, la nature T'as été gâtée. Ah ouais, c'était incroyable. Et c'est vrai c'est là où il y a les plus grandes colonies du monde, de toute façon, en Islande. Donc, ça aurait été dommage de louper ça. Magnifique. Et voilà. Et après, direction l'aéroport. Le dernier soir, on était dans un de mes campings préférés, qui est le seul camping gratuit de l'île, si je peux dire ça comme ça. Et c'est en bord sur la côte sud de la péninsule de l'aéroport. Et au son des sternes arctiques, donc c'est des oiseaux blancs avec des petits traits noirs comme ça. Et très, très élancé, c'est très élancé comme oiseau, c'est très élégant. Par contre, ça attaque. Donc voilà, Élise a découvert les attaques de sternes arctiques. J'en ai fait les frais. Mais alors, Les séquelles? non, ça va. En général, elles te touchent pas vraiment, mais elles te font comprendre, c'est quand il y a leur nid en fait. Elles te font comprendre. Elle te fonce dessus. Voilà, elles piquent en fait, elles piquent. Et vaut mieux faire des mouvements comme ça avec les bras parce que sinon ça peut surprendre. Mais par contre, ça fait un bruit constant. Et en fait, toute la nuit, ça fait... Elle chante, quoi. Et c'est juste apaisant. Enfin, moi, perso, je préfère ça que le bruit des voitures, quoi. Donc, il n'y a pas photo. C'est plus sympa, oui, c'est sûr. Oui. Non, mais c'était aussi un joli spectacle le dernier soir. Et oui, du coup, moi, j'allais faire ma vaisselle tranquillou et je me fais suivre par une sterne. Mais elle m'a suivi, mais elle est carrément descendue. Enfin, elle m'a frôlé la tête. Enfin, j'ai couru, je dis Maya, je me fais agresser par une sterne. Ça, c'est agressif. Enfin, c'est pas agressif, mais ouais, ça te montre que t'as rien à faire là, en fait. Oui, c'est Je agressif. vais juste faire ma vaisselle. Ouais. Franchement, il n'y a pas d'animaux dangereux en Islande, mais les sternes arctiques, ça peut surprendre. Bah, tu m'étonnes. Parce qu'une attaque de sterne quand t'es en train de marcher pour aller faire ta vaisselle. Mais des fois, elles se mettent à plusieurs. Hein. Des fois, elles sont 3-4 et elles piquent à tour de rôle comme ça sur toi. Bon. Ah ouais. Mais normalement, elles te touchent pas non plus, quoi. Après, je sais pas hein, s'il y a déjà eu des conséquences à ça. Aucune idée. On va regarder taux de mortalité dû au sterne arctique. Et attends, est-ce qu'on n'est pas allé manger un dernier cinnamon roll avant de rentrer? Si, Si, on est repassé par exactement. Reykjavik. Ouais, en fait, la boucle était bouclée et on a fini avec notre dernier cinnamon roll toujours à Reykjavik. Enfin, c'était Ouais, pour bien boucler la boucle. c'est ça, on est repassé par la capitale. Et là, on a eu notre petit instant touriste aussi. C'est-à-dire un peu faire les boutiques. Hein, voilà. Trouver un petit pull islandais. Voilà. Des petits souvenirs. Alors voilà, on s'est mis en mode touriste pur. Et manger les cinnamon rolls avant de rentrer à l'aéroport. Et après, quand je me suis retrouvée toute seule, c'était spécial, quoi, hein, de passer de 2 semaines à juste avoir des conversations un peu constantes, quoi, je veux dire. Et puis là, rien, d'un coup, le néant. Ouais, le silence. Surtout que j'imagine qu'il y a vraiment du silence en Islande. Ouais, et puis je suis toute seule dans le 4x4, donc dès que je ferme les portes, enfin, je suis dans le silence, quoi. On entend le bruit du vent, souvent le bruit du vent, mais c'est tout, quoi. Et là, en plus, sous la pluie, on a eu un temps magnifique avec Elise sur les derniers jours, donc c'était fou, hein, franchement. Il faisait pas très chaud, il faisait peut-être entre 10 et 12, mais avec du soleil, c'était magnifique. Et puis dès qu'elle est partie, il y a eu la pluie qui est arrivée pour 3-4 jours d'affilée. Alors j'ai été toute seule sous la pluie. Et en fait, j'avais besoin de me reposer parce que 2500 km, ça m'avait fatiguée en 2 semaines. Tu m'étonnes. Parce que j'avais roulé avant aussi ici, c'était pas mes premiers kilomètres, quoi. Donc en fait, j'en ai profité pour me reposer. Puis voilà, faut savoir accepter, accueillir la météo ici. Hein. Elle est pas contrôlable. Hein. L'Islande pleurait le départ d'Élise, tout simplement. Exactement, je pense. C'est clair. Je pense que c'est ça, en effet. Alors, j'ai entendu parler d'une chose. A priori, vous avez une autre passion, pas que les cinnamon rolls. Les podcasts, comment? Des podcasts criminels. Je veux savoir. Je veux en savoir plus, là.
Ça me fait rire parce que y a tout le monde qui met en avant ça, mais c'est vrai, ça me fait rire. Mais quand Élise m'a dit putain, moi je kiffe écouter des podcasts criminels. Tu sais, t'es là, t'es avec une inconnue, tu l'as jamais rencontrée. Tu pourrais te dire, elle est chelou celle-là. Est-ce que c'est pas moi qui vais finir Elle va me tuer. Voilà, est-ce que c'est pas moi qui vais finir dans les faits divers, quoi. Mais en fait, non, juste j'ai rigolé et j'ai dit, ben moi aussi. Mais moi, j'ai plus l'habitude de les regarder, par exemple, avec des images, les enquêtes criminelles, plutôt que juste les écouter en podcast. Donc, c'est pas un format que je connaissais forcément. Et du coup, en fait, vu que j'aime bien regarder ça, le peu que je regardais la télé avant ou quoi, j'aimais bien ça. Et ben là, les podcasts criminels, ça a coulé de source, quoi. On s'est en effet quelques-uns sur les routes, parce qu'on a roulé quand même beaucoup d'heures. Et ben on en a écouté, ouais. On a écouté pas mal. Et c'était ça. Ça nous a un peu, ça nous a pas bercé, je dirais pas ça, mais par exemple, ça nous a beaucoup accompagnés quand on roulait. Et ça nous a aussi accompagnés quand on cuisinait. Donc on était en train de trancher nos courgettes quand il y avait une nana qui se faisait saucissonner. C'est ça, elle faisait... Parfait. Mais oui, après on a d'autres passions un peu moins flippantes. Mais c'est vrai que ça nous a bien fait rire. Enfin, c'était une petite passion comme ça, une petite passion commune qui nous a bien occupés. Bien occupés. Et puis voilà, après on a aussi écouté beaucoup de musique. Il y a des petites musiques qui marquent un peu le voyage, ou quand on les réécoute, c'est forcément, quand on les écoutera, obligé, on pensera à l'Islande ensemble, quoi. Ça peut pas être autrement. Donc voilà, il y a une petite sélection de musique comme ça. Puis voilà, la photographie aussi. Je veux dire, c'est pas comme si... on s'embêtait l'une et l'autre à se prendre des photos ou des vidéos, vu qu'on aime toutes les deux ça. En fait, c'était partagé. En fait, il y avait aucune frustration. Si tu voyages avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas du tout photo ou vidéo, il va pas comprendre pourquoi tu restes 40 minutes au même endroit pour avoir une photo. Et nous, on est là, les lumières, machin, on attend le bon moment. Allez, plutôt sous cet angle, celui-là, vas-y, on réessaye. Enfin, pour nous, c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est vraiment, puis c'est une façon aussi de savourer l'instant. Exactement. C'est un peu notre façon d'apprécier un paysage. On adore dégainer le zoom, dégainer l'appareil photo. Enfin, c'est moi, en tout cas, ma façon de me créer des souvenirs, parce que j'ai une mémoire assez catastrophique dans le temps. Donc, j'adore après me replonger dans mes albums photos. Et à la fois, c'est un moment aussi de partage avec Maya, parce qu'on adorait immortaliser cet endroit. Et, attends, je voudrais que tu te mettes là-bas, regarde, ça va être super bien, tu t'harmonies super bien avec le décor. Enfin, c'était vraiment un moment, c'était une petite passion qu'on adore partager. Et en plus, que quand on a la même vision des choses, c'est encore plus cool et c'est reposant. Et en plus, dans des paysages à couper le souffle, donc vraiment le terrain parfait pour la photo, l'Islande, quoi. Enfin, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Mais... Exactement. Voilà, c'est un peu les passions partagées. Et puis après, on a beaucoup de points communs. On s'est découvert vraiment... voilà, quoi. Ça irait plus vite de dire ce qu'on n'a pas en commun, peut-être. Mais bon, on a encore beaucoup à découvrir l'une de l'autre, parce qu'on a appris à se connaître sur ces 2 semaines au fil du voyage, naturellement. Et puis en fait, il y a 1 milliard de choses qu'on ne sait pas l'une sur l'autre, et que j'espère qu'un jour, et puis certainement qu'on va se revoir, bien sûr, ça, la question ne se pose pas, mais il faut juste l'organiser. Mais pour aussi encore plus approfondir l'amitié, la connaissance de l'une et de l'autre, quoi, parce que voilà, c'est une expérience unique qu'on a vécue. Et intense. Enfin, par exemple, en 15 jours, j'ai l'impression... qu'on a su se décoder et on a su apprendre à se connaître hyper rapidement, dans le sens où en 15 jours, j'ai l'impression que Maya me connaît bien, ou du moins on a partagé énormément de choses que, par exemple, en 10 ans d'amitié avec certaines amies, on n'aura pas vécu ce genre de moments aussi intenses, en fait. Et ça, je pense que c'est des souvenirs qui seront gravés à jamais. Il y a une sorte d'amitié que je pense que je retrouverai nulle part ailleurs, parce que ce genre de moment ne se vivra pas avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que tu te découvres autrement quand tu voyages avec quelqu'un que tu connais pas et que tu es H24 avec.
Et à la fois, il y a des choses qu'on connaît pas l'une de l'autre, mais des choses qu'on connaît et que certaines de nos amies ne connaissent pas. En fait, c'est vrai, c'est vécu différemment et c'est intense, c'est vrai. C'est ça. Et là, vous décrivez exactement ce que moi je trouve magnifique dans les rencontres de voyage, en fait. C'est que tu vis des choses tellement fortes que tu vas créer un lien unique avec la personne et que, comme vous le dites, des personnes que tu connais depuis toute ta vie, tu ne pourras pas les connaître sous ce plan-là avec une facette aussi poussée parce qu'il n'y a qu'un voyage qui permet de vivre ça. Puis alors là, en plus d'avoir vécu dans un 4x4 H24 ensemble, c'est encore plus puissant. Ouais, c'est quelque chose, franchement. Et des fois, souvent, les gens nous demandent si je veux, par exemple, refaire ça avec quelqu'un, retenter l'expérience. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout une envie pressante déjà. Et puis, je trouve que ça a le mérite. Il faut que ça reste, ça mérite de rester quelque chose d'unique et pas habituel. Enfin, c'est mon point de vue. Mais c'était tellement fort en émotion que je me vois pas vivre ça avec des personnes. Enfin, ça pourra jamais être pareil déjà. Commençons par là. Ouais, c'est sûr. Ce serait toujours différent. Puis quand une première expérience se vit très très bien comme ça, c'est hors du temps, forcément qu'une deuxième peut-être peut être un petit peu crainte, enfin c'est légitime peut-être. Je dis pas, c'est quelque chose que je souhaite, enfin que j'encourage les gens à tenter ça, bien sûr, et certainement peut-être qu'un jour je le referai, mais en tout cas c'est pas là dans l'immédiat, hop, non, c'est vraiment des émotions intense et ça prend aussi de l'énergie positivement, hein, mais c'est pas, pour moi, c'est pas genre toutes les semaines une personne différente, quoi. Élise a placé la barre trop haute. Ouais. Non, mais effectivement, après, une fois que tu l'as vécu, tu as des attentes et tu as peut-être surtout si tu le faisais dans pas longtemps, tu te mettrais à comparer. Ouais, ça changerait vraiment la donne aussi, mine de rien. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas rentrer dans un truc de comparaison. C'est vrai. Donc peut-être sur un autre voyage, une autre destination, un autre moment de ma vie. Voilà. Mais pas là. Ouais. Non. Ouais. Après, j'apprécie le voyage seul plus aussi ici. Donc il n'y a pas de raison de... Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment une bulle... hors du temps, quoi, ces 2 semaines. Des fois, j'ai vraiment l'impression genre que c'était un rêve. C'était un temps, en fait, une parenthèse dans mon voyage, parce que moi, mon voyage, il dure 4 mois, donc c'est quand même beaucoup. Et ces 2 semaines, c'était comme une belle parenthèse, une bulle, un peu coupée de tout, parce que pendant ces 2 semaines-là, j'ai beaucoup moins parlé à mes proches. J'ai pas appelé mes proches, je leur ai donné moins de nouvelles. Ils avaient des nouvelles par les réseaux sociaux spontanément, donc ils s'inquiétaient pas. Ouais. Mais j'étais à fond dans l'expérience avec Élise. Je veux dire, c'est pas là que j'avais envie d'appeler un tel. Non, on était ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment à 100%. Donc c'était vraiment hors du temps. Suspendu. Puis dans l'instant présent en plus, parce que ça te ramène à vraiment vivre ce qu'il y a en face de toi sans te dire ouais je vais aller le raconter à machin. Tu profites pleinement en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. On était vraiment imprégnés. Puis aussi, on voulait que ça se passe bien, tant pour soi que pour l'autre. Et donc, on voulait... Enfin, moi, ma première crainte avant de vivre cette expérience, c'était... ma seule et unique, d'ailleurs, c'était de me sentir en trop parce que j'allais être dans la maison de Maya. Enfin, son véhicule, c'est vraiment sa maison. C'était son voyage solo. Enfin, c'était un peu un challenge personnel qu'elle se mettait. Et donc, même si elle avait lancé cette demande de voyager 2 semaines avec quelqu'un, il y avait peut-être aussi ce sentiment de « et si ça ne matche pas ? Et si je me sens trop ? Et si en fait, j'ai l'impression de squatter, en fait. » Et pas du tout, en fait. Enfin, tout était... tout s'est fait facilement, quoi. Et c'était super beau à vivre. Élise a eu aussi une capacité d'adaptation. Enfin, elle a dormi tous les soirs dans la tente de toit, du coup. On s'était dit vraiment, en cas d'extrême urgence climatique, si on ne peut pas déplier la tente, parce que vraiment c'est dangereux, on dormira toutes les deux dans le 4x4, mais c'est quand même serré, faut quand même en avoir conscience. C'est quand même serré à 2 en bas.
Et du coup, on voulait éviter cette situation-là, question de confort, question de se sentir bien. Et en fait, c'est pas comme si Élise aussi avait du mal à dormir en tente, avec des bruits. Elle a quand même tavé des bonnes nuits. Je pense qu'elle a bien dormi, elle était bien reposée. Enfin, c'est vrai que c'est rare, tu m'as jamais dit genre oh, j'ai super mal dormi, oh là là. Elle se plaignait pas au réveil, elle était toute contente de commencer la journée, tout sourire. C'est vrai, c'était tout le temps hyper positif, quoi. C'est pas comme si, voilà, elle avait manqué de confort et de sommeil. Je l'ai pas ressenti. Pourtant, il y a eu du vent, de la pluie. Voilà, il y a une fois, on s'est retrouvé avec la couette mouillée. Il a fallu la faire sécher au soleil. Ouais, c'est vrai que les premières nuits, comme c'était ma première expérience en tente de toit, moi habituellement je dors soit en tente, mais en tente normale, ou soit dans mon van ou quand je suis en voyage, mais j'avais jamais expérimenté la tente de toit où faut monter par l'échelle, faut se dépêcher et puis t'as le vent qui s'engouffre assez sous la porte de la tente de toit. Il y avait quand même du vent qui circulait quand même pas mal. Et puis comme t'es en hauteur, tu le vis différemment que quand t'es posé sur la terre. Et donc c'est vrai que le vent, il faisait beaucoup claquer les sangles ou les choses comme ça. Moi, après, ça me dérange pas le bruit, mais c'est vrai qu'à certaines nuits, j'avais froid, mais les premières nuits, ouais, elles ont été un peu peut-être courtes, parce que c'était aussi nouveau et que j'avais aussi peut-être besoin de cerner un peu l'environnement en premier, mais c'est vrai que même si la nuit, elle était courte, ou elle se passait un peu, des fois, on avait l'impression qu'on était dans un bateau. Ah oui. Enfin, tu vis vraiment avec les éléments et ça, j'adore ça, même que ce soit en van ou quand la tôle, elle claque et tout. Mais ça va jamais empiéter, enfin là, du moins, ce voyage-là, jamais le matin, je me suis dit, bon, la nuit a été merdique, la journée qui va suivre, je vais le faire payer à Maya, quoi. Mais jamais, enfin, c'était vraiment pas du tout le mood. C'est vrai qu'au final, la nuit la plus venteuse qu'on ait passée, autant Élise que moi, on a été secoués. Et Élise dans la tente et moi dans le 4x4, il bougeait, quoi. Enfin, ça bougeait, on se serait cru dans un bateau. Et en plus, il faut savoir que ce soir-là, on dormait juste au-dessus d'une rivière. Et on était sur un espèce de sol en sable tassé, un chemin. Et puis il y avait des cailloux, puis en dessous il y avait la rivière avec un peu de courant. Et puis bon, c'est l'Islande. Et moi, toute la nuit, j'ai rêvé. Et vraiment, cette nuit-là était chaotique, mais pour autant, après, on a passé une journée incroyable. Voilà, c'est ça, là, qu'est la nuance. Mais toute la nuit, j'ai rêvé que le 4x4 s'affaissait que le sable s'affaissait sous les roues du 4x4 et qu'on finissait dans la rivière avec le vent. Voilà. Oh, ça ne m'a pas lâché de la nuit. En fait, ça faisait tellement que de bouger que j'avais l'impression qu'on s'enfonçait et qu'on allait tomber dans l'eau. C'était une catastrophe. Et Élise, le matin, elle m'a dit, mais pareil. Et j'ai dit, ah ouais, on a passé la même nuit, en fait. Mais c'était vraiment ça. On était dans le Titanic, on allait se retrouver au fond du ravin et c'est tout, quoi. Le lendemain, on n'allait pas nous retrouver et puis basta. Avec le recul, c'est marrant. Et justement, est-ce qu'il vous est arrivé quelques petites mésaventures ou pas ? Oui, alors pas des grosses, hein. Alors déjà, moi, j'avais une crainte et il n'y a rien qui est arrivé de cet ordre-là, mais moi, ma crainte, c'était d'avoir un problème avec le véhicule, alors qu'il y a Élise, quoi. Sachant que ça fait déjà 2 mois que je parcourais les routes d'Islande, j'ai pas eu de problème. Je me suis dit, si quand elle est là, je crève Bon, à la limite, crever un pneu, on va dire, c'est la moindre des problèmes, c'est le moins grave des problèmes. Mais si j'ai un problème avec le 4x4... Ah ouais, si j'ai un problème mécanique, quand elle est là, ça va nous flinguer le truc. Donc je priais pour que ça se produise pas. Donc à ce niveau-là, le véhicule fiable, je précise, c'est un Toyota Land Cruiser... Voilà, un peu rallongé, c'est un très bon véhicule, donc franchement, on s'y sent en sécurité, donc pas de problème à ce niveau-là. Et puis après, c'était niveau confort, peut-être Élise, tu développeras après, mais on s'est retrouvés à faire 1h30 de route le soir jusqu'à 23h30 pour avoir une douche. Parce qu'il faut savoir qu'en Islande, il n'y a pas des douches dans tous les campings. Des fois, elles sont payantes en plus, des fois, il n'y en a pas du tout. Et ce soir-là, il fait que la période du mois faisait qu'il fallait une douche parce que voilà. Et voilà. Problème de filles. Voilà, les filles, une fois par mois, c'est vrai qu'elles ont quand même un peu besoin d'une douche, quoi. Ah bah oui. Oui, puis en van... Ouais, carrément. C'est la logistique.
Ouais, c'est clair. C'est ça. C'était une caractéristique importante pour cette journée-là. Et du coup, 1 heure et demie plus tard, on arrive au camping et là, les douches sont fermées. Et là, Ah non. on a ressenti Ah, la c'était horrible. frustration. Plus Élise que moi, mais moi j'étais désolée pour elle parce qu'en fait ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais ça. Normalement en Islande, tout reste ouvert jour et nuit parce qu'ils savent bien que les gens arrivent des fois très tard le soir, voire en plein milieu de la nuit. Enfin, il n'y a pas de rythme, surtout quand il fait jour, hein, parce que je précise qu'au début, Élise, quand elle était là, la nuit il faisait encore jour. Il faisait pas nuit en fait. Et les nuits étaient encore claires début août. Alors elles s'assombrissaient petit à petit, mais elles étaient encore un petit peu claires. Donc voilà, les gens arrivent des fois dans les campings à 1 ou 2 heures du matin, ça arrive et la douche est ouverte quand il y en a quoi. Et là c'était fermé. Et là c'était le catastrophe quoi. Là, c'était la désolation, quoi. Parce qu'1 heure et demie de route pour ça. Ah, l'horreur. Moi, on était revenus sur nos pas. On venait de se taper la fameuse rando du lendemain à Logar de 11 km. Clairement, là, il fallait une douche. En fait, c'était une question de survie, hein. On était vraiment en mode survie. Il faisait froid. Et donc, on a dû finalement, il y avait un toilette sur les 2 qui était resté ouvert. Mais là, alléluia. Et on a pu faire une petite toilette de chat avec un petit savon. Au lavabo. Mais là, c'était question d'urgence. Un peu frustrant quoi. Une frustration à ce moment-là. Et puis le lendemain, ça va, on a pu avoir la douche. Donc je pense qu'après cette expérience-là, on s'est pas senti sale à aucun moment dans le voyage. C'est la période aussi qui faisait que tu te sens plus vite sale hein, quand t'as tes règles. Voilà, disons-le. Enfin, tu te sens moins confortable, hein, c'est normal. Mais par contre, après, même si, non, on a quand même eu des douches. Puis on passe beaucoup de temps dans les bains chauds. En fait, finalement, on se sent quand même immergé dans l'eau de temps en temps. Ça fait comme si aussi on avait une douche en plus. Et puis... Et en galère, après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, Élise ? Bah, le drone, hein, Maya. On peut en parler peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, j'ai craché mon drone. Ça arrive à beaucoup de gens en Islande. Mais là, en fait, c'était la première fois que je le faisais voler en présence d'Élise. Et j'étais en mode, allez, on va regarder ce cratère. On était au pied d'un cratère, Rodaskal, ça s'appelle. Et il est vert et rouge. Mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là. J'aurais dû mesurer l'intensité du vent avant de lancer le drone. Mais voilà. Il te le dit pas ton drone justement qu'il y a trop de vent pour voler ? Si, je l'avais déjà fait voler. En fait, je l'avais déjà fait voler par vent fort. Et il a quand même une bonne résistance. Donc en fait, je pouvais juste pas le faire revenir en mode automatique. Mais par contre, en mode manuel, je pouvais le faire revenir. Et là, c'était des vents encore plus forts. Et j'avais pas mesuré que c'était vraiment aussi fort. Du coup, là, pour le coup, ça a été instantané. De toute façon, j'ai fait voler le drone et le drone est parti et il n'est plus revenu. Voilà, clairement. En fait, quand il décolle, il est censé décoller droit, hein, et là, il a décollé en biais. Donc j'ai dit, il y a un souci, il décolle en biais, c'est pas normal. Et en fait, ça n'a fait que de s'aggraver, s'éloigner, prendre de la hauteur de plus en plus, 700 mètres, 800 mètres, 300 mètres d'altitude. J'étais même plus dans les autorisations, je ne pouvais rien contrôler. Je me suis dit, il va atterrir dans l'espace. Enfin bref. Oh, ça peut faire des belles images. Et on a réussi à le faire se cracher 800 mètres plus loin, donc en fait voilà, le plus important c'était qu'on puisse juste le récupérer, donc voilà, on a réussi à le récupérer, on l'a retrouvé sans séquelles, donc incroyable. Ouais, sans dégâts apparemment. Ah, aucun dégât. Ah bah super, parce que ça aussi ça aurait pu te le détruire ou endommager des choses. Il a peut-être des petites choses internes, mais en tout cas rien de fou quoi. J'ai essayé de le refaire voler et ça a fonctionné, donc ouais, t'as rien constaté dans la qualité d'image ou quoi ? Bah voilà, il n'y a pas d'hélice cassée, la caméra c'est ok, j'ai un petit problème avec le balancier, mais bon. Et Élise m'a suivie parce que bon, il y avait du vent, donc pendant 800 mètres, t'y vas, mais t'es pas trop sûre de le trouver, tu sais pas trop, et puis t'es au milieu d'un champ de lave, quand même, t'es quand même au milieu d'un champ de lave, c'est quand même le plus important à préciser. Oui. Petit détail. Avec des vents à peut-être... alors forcément, je dirais plus de 60 km/h, vu que mon drone est censé résister à 60 km/h. Donc là, je pense qu'on avait des rafales à 80-90 par moment. Et du coup, on a marché toutes les deux. Elle m'a dit, allez, on y va, on le laisse pas là-bas, je te soutiens et tout. Elle était motivée. Moi, j'étais en PLS, j'étais dégoûtée qu'il se soit craché. Je me suis dit, je vais jamais le revoir. Et Elisa m'a dit, allez, on y va, on se motive. Et on y allait. Ah là là. Le drone, voilà. Et c'est tout. Après,
On va pas inventer des problèmes qu'on n'a pas eu. Bah non, il y en a pas, c'est tant mieux. Ouais, c'est clair. Franchement, non. Et l'une et l'autre, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué de ce voyage à deux comme ça, avec une inconnue, ce qu'il faut le dire? Vas-y. Bah moi je le vois plus maintenant avec le recul et tout, c'était plus qu'un voyage, c'était une expérience humaine et du coup tu vois genre le fait qu'on communique dessus, et ben je trouve ça hyper important de si on peut redonner confiance en l'humain. Enfin tu vois, on entend beaucoup de négatifs, de trucs sur les gens qui deviennent de plus en plus sauvages parce que par exemple tu vois, moi je voyage beaucoup, enfin j'aime beaucoup faire de l'autostop et je fais une course tous les ans d'autostop, ça s'appelle la Mad Jack. Et tous les ans, il y a beaucoup de gens qui disent mais enfin, t'as pas peur en faisant de l'autostop et tout. Et moi je suis mais convaincue qu'il y a plus de gens bons et de gens bienveillants que de fous sur Terre, même si on entend beaucoup parler des fous et comme on a fait l'expérience en écoutant des podcasts criminels. Mais voilà, enfin, c'est je pense une poignée dans le monde et faut continuer à avoir foi en l'humain, faut redonner aussi faut aussi un peu redorer un peu notre blason, quoi. On est des humains et faut arrêter d'avoir peur tout le temps de l'autre et d'avoir peur de si les gens sont seuls, ils ont peur aussi de voyager. Et là Maya aussi elle nous prouve que voyager seul c'est alors après c'est plus ou moins dur en fonction de la personne que tu es, en fonction de comment tu vis la solitude ou quoi, mais ça peut t'apprendre tellement de choses sur toi. Et là le fait de voyager avec entre deux inconnus, moi ça m'a appris énormément sur moi, sur le lâcher prise, sur le fait de se laisser porter, ce qui n'est absolument pas mon genre au quotidien. Enfin, j'aime bien aussi un peu ça, je pense que ça me fait un peu peur de des fois trop lâcher les rênes et de me laisser trop porter par les choses, mais finalement ça se passe bien, hein. Ça se passe bien quand on lâche un peu les freins, quoi. Avoir confiance. Exactement. Ouais, et c'est vrai qu'en plus on est toutes les deux aussi, c'est aussi un point sur lequel on se ressemble, ça. C'est-à-dire que de base dans nos caractères, on est plutôt un peu à vouloir contrôler beaucoup les choses. Donc c'est rigolo en fait de se retrouver dans cette situation à toutes les deux où en fait on contrôle plus rien. Mais tout se passe bien. Donc ça c'est assez dingue. Et moi je retiens aussi je dirais le fait d'arrêter de réfléchir 10 ans avant d'oser faire quelque chose, parce que clairement je te dis pendant 4, 5 jours avant la story je me dis j'ai envie de le mettre, mais est-ce que je le mets ou non, je vais pas le mettre quand même et tout, enfin bref, ouais. C'était, et puis en fait je me dis mais si je l'avais pas mis j'aurais pas vécu ça, enfin c'est toujours l'effet papillon en fait, ouais. Et du coup en fait je suis vraiment en mode maintenant déjà j'ai cette phrase que je me répète tout le temps, c'est si tu hésites, c'est que le choix est déjà fait. Ça suit ma vie tout le temps. Ça veut dire quand t'as une idée, si t'y penses déjà plusieurs fois, c'est qu'il faut que tu le fasses, que tu te donnes les moyens de le faire, parce que si t'y penses, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et c'est pas pour rien. Et voilà, moi c'est aussi beaucoup ce côté-là qui ressort. Et je le regrette pas du tout. Ouais, faut... Puis je pense qu'il faut aussi prendre conscience qu'on a quand même... on n'a pas fait les choses sans je veux dire, il faut prendre aussi conscience qu'il y a des risques. Il faut pas non plus être tout le temps dans le monde des bisounours. Il y a évidemment des risques quand tu fais l'autostop, quand tu voyages avec une inconnue. Enfin, dans la vie, il y a forcément des dangers. Mais là, en fait, il n'y avait pas forcément... il y avait rien de... Il y avait tous les voyants au vert, en fait. Je sentais aucun danger dans cette expérience-là. Et parce qu'il y a plein de gens qui quand j'ai raconté, en fait, je vais rejoindre une fille que je connais pas dans son 4x4 en Islande. Mais ils m'ont dit, mais Elise, t'es folle? J'ai dit, mais déjà, c'est qui la folle? C'est Maya ou c'est moi? C'est celle qui a proposé l'idée ou c'est moi qui ai accepté? Enfin, à quel moment... Mensonge débat, tiens. J'adore. À quel moment c'est fou de vivre une expérience qui justement, cette expérience, elle est folle. Mais elle est folle dans le bon sens du terme. Il y a absolument aucun danger. Enfin, il y avait vraiment zéro danger. Et si je le sentais pas, si ça n'avait pas matché, eh ben, j'aurais fini à l'hôtel. Et puis c'est tout. Le budget aurait pas été le même.
Exactement. Mais c'est vrai que l'Islande, et puis l'Islande, c'est un pays très safe. Donc, je parle humainement parlant, c'est un pays très safe. Ouais. C'est pas un pays où on craint de se faire voler, cambrioler, agresser ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de tout ça ici niveau criminalité, c'est quasi inexistant. Maintenant, le danger quand même, il est dans la nature. Et avec Élise, on a su, parce que aussi je connais l'Islande et je l'ai tout de suite, comment dire, j'ai tout de suite fait en sorte qu'elle comprenne la vision du pays et les dangers potentiels qu'il représente, parce que c'est important. Et à aucun moment on s'est mise en danger par rapport à la nature. On a annulé une rando parce qu'il y avait des vents trop forts, on pouvait même pas marcher, hein. Donc ça veut dire que si on avait voulu tenter cette rando, il y en aurait peut-être une de nous deux qui aurait fini dans le ravin plus bas. Enfin, je veux dire, il y a vraiment les dangers sont là, hein. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut rester flexible et faut pas oublier qu'on est face à des éléments qui sont très très forts, qui nous dépassent. Et voilà. Et sur ça aussi, on était sur le même piédestal. Je sais pas si ça se dit. Pied d'égalité, enfin, on était vraiment... C'est ça, Ouais, pardon. on était vraiment On sur était le sur le même On longueur voulait d'onde. absolument pas risquer quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. On était Ouais. sur la même longueur d'onde. Voilà quoi. Est-ce qu'il y a un moment où on s'est dit on fait Bah oui aussi à un moment. Si, attends, je vais revenir sur ça. C'était la veille, c'était vraiment la veille que Élise s'en aille, donc c'était après les macareux. Il y a eu un petit jour encore avant qu'elle s'en aille. Il y a une piste dans le sud et en fait on s'est dit allez Élise, on y va, c'est ta dernière piste, on traverse des rivières et tout, et puis au bout il y a une belle randonnée. Allez, on se lance dans l'expérience. Donc on traverse des rivières qui étaient assez, avec le 4x4 hein, je parle, hein, qui étaient assez profondes. C'était certainement aussi les plus dangereuses entre guillemets qu'on ait pu passer ensemble. Et puis arrivé au bout, en fait, pour atteindre le début de la randonnée, donc c'est-à-dire juste pour atteindre vraiment le départ du sentier, c'était plus accessible en 4x4 parce que les rivières étaient trop hautes et trop dangereuses. Fallait y aller à pied. Mais donc en fait, il y avait des rivières à traverser à pied. Et au départ, on s'est dit, allez, on y va, c'est bon, il y a un peu de soleil, il est que 16h, on n'a pas mesuré trop qu'il était déjà tard dans la journée et tout. Et puis en fait, on comprend qu'il va falloir traverser les rivières à pied, hein, dans l'eau gelée, sur des cailloux et avec du courant. On en traverse 1, 2, bon, c'est quand même un peu compliqué, mais on se dit, allez, on continue. 3, et puis on voit que c'est pas fini, on n'est même pas au tiers, quoi. Et puis là, avec Élise, on se dit, attends, il y avait plus de soleil. Entre-temps, le soleil, il s'est caché. Et puis, il était déjà 17h. Cette histoire, déjà, elle a duré 1 heure, le temps qu'on traverse les rivières. Et on était... Non, mais c'est ça. Et puis, on était glacés. On était gelés. On était gelés, congelés, toutes les deux. Et puis au bout d'un moment, moi j'étais en mode allez on y va et tout. Et puis au bout d'un moment, je vois pas passer T'as pas l'impression que t'avances. Tu passes une rivière de plus, mais il y en a toujours une derrière. J'en pouvais plus. Élise, elle y a laissé ses chaussures. Enfin, elle a décidé d'y aller avec les chaussures. Alors elles étaient trempées. Et puis c'était dur. Là c'était dur. Et au bout d'un moment, on s'est mis d'accord. On s'est dit là le bénéfice-risque du truc. Enfin, est-ce qu'on va apprécier la rando alors qu'on aura les pieds trempés et qu'on va avoir froid et qu'il fait pas beau? Puis on s'est dit bon. Et qu'il faut retraverser les gués au retour. Après, il fallait se les recoltiner à la fin de la rando. Clairement, on a analysé la situation. On s'est dit déjà, en fait, mission annulée, quoi. Déjà, il n'y a plus de soleil. Après, clairement, le lendemain, je reprenais l'avion. Je savais que mes chaussures, elles allaient être complètement humides dans mon sac. Je me suis même dit, je vais les offrir à un Islandais, quoi, parce que bon, finalement, elles ont bien séché avec la canicule du retour. Mais ouais, carrément, là, on a annulé, mission annulée, la rando, on l'a pas faite. Et par contre, c'est gai traversé à pied. Ça a été de gros fous rires quand même, parce qu'on s'est bien marré. On s'est bien marré, même si on était complètement glacés, que moi, je pensais que j'allais perdre mes doigts de pied. Maya, elle avait des ampoules. Clairement, c'était un calvaire. Des douleurs. C'était l'enfer sur terre. De traverser dans l'eau froide sur des cailloux que tu ne vois pas et avec du courant alors que tu as des ampoules sous les pieds. Mais une douleur, je n'en pouvais plus. C'était trop quoi.
Et là, on s'est dit, allez, on rentre, quoi. Et puis même pour rentrer, on a mis longtemps à retraverser. On était coincés, on pouvait plus passer, on savait plus par où passer. C'était une catastrophe. Ah ouais. Et une fois arrivé au 4x4, on était délivrés, genre, ah, allez, c'est bon, tant pis, on s'en va. Et puis voilà, quoi. Hein. Voilà, voilà, ouais. Faut savoir des fois aussi écouter son corps. Là, à ce moment-là, il nous a dit stop, hein. Voilà. Mais je pense justement, moi, tu vois, de tout ce que j'entends de vos deux témoignages et qui a fait aussi que cette expérience était aussi incroyable, c'est que l'une comme l'autre, vous êtes capable de vous écouter et d'écouter votre instinct. Et c'est ça aussi qui fait que ça s'est bien passé, parce que je pense que si vous aviez senti un danger à un moment ou un autre, vous auriez réagi. Ouais, je pense qu'il y a aussi, ouais, il y a cette capacité-là. Après, je pense qu'on a un point commun, c'est genre, on a envie de croquer la vie, on a envie de vivre plein de choses, on a envie de rencontrer plein de gens, on a envie de se créer une vie un peu pas comme tout le monde, on a envie d'avoir une vie qui nous ressemble et ouais, on se laisse porter par notre instinct et donc ça nous permet d'avoir des signaux d'alerte assez. Enfin, ça nous permet aussi de savoir dire stop, c'est trop dangereux, on arrête là et de pouvoir aussi se dire ok, ça a l'air chouette à vivre comme expérience. On saisit notre chance et ouais, ça c'est quand même super cool. Mais c'est vrai qu'on s'est écoutés et à la fois, on était vraiment sur la même longueur d'onde tout le voyage, donc il n'y a pas eu de frustration, genre on a écouté l'autre, donc on a nous-mêmes été frustrés. Non, on s'est écoutés mutuellement, mais on était dans le même mood en fait. Vraiment, il n'y a pas eu de frustration. C'est génial. Pour terminer, est-ce que Élise, t'aimerais dire quelque chose à Maya et Maya à Élise? Un petit mot l'une à l'autre par rapport à ce que vous avez vécu? Bah, moi, si je pouvais, s'il y avait, je pense, une chose à dire, c'est genre, j'ai eu énormément de chance de la rencontrer, enfin, de vivre ce moment-là avec elle. C'était ouf. C'était, ouais, une chance, je suis hyper fière de nous. Et je suis hyper fière de ce voyage qui nous ressemble à 100% et longue vie à cette rencontre. Et je pense qu'il y a de belles choses encore qui nous attendent. Et je pense qu'on aura toujours cette petite pensée, enfin, de si on veut vivre quelque chose, je sais que je pourrais, s'il y a quelque chose que je veux vivre dans la vie, je sais que je pourrais le proposer à Maya. Ah, j'adore. Et qu'elle sera là. Ah ouais, il y a de grandes chances. Si à un moment tu te dis ah ouais, je veux faire ça, putain, avec qui je peux le faire? Ah bah Maya. C'est ça. Je pense, ouais, je pense que c'est l'une des personnes que je pourrais me dire, mais n'importe quelle situation, si je peux la vivre avec elle, bah elle sera cool, quoi. Trop. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais dire à Élise? Pas du tout préparé comme question. Sinon, j'aurais fait. Si ça avait été préparé, j'aurais fait un discours. Je te laissais du temps pour réfléchir. J'aurais fait un discours. Non, mais déjà, c'est trop marrant parce que, si tu veux, quand j'ai lancé cette story, j'avais aucune idée de qui ça allait pouvoir être, quoi. C'est pas comme si je m'étais fait des attentes ou des idées genre, ah, je suis sûre, un tel, elle va être intéressée, machin, j'espère qu'un tel me réponde. Non, Élise, je voyais son nom défiler dans mon Instagram de temps en temps, mais voilà, il n'y avait pas plus de... J'avais aucune attente de sa part, je pensais pas qu'elle allait être à fond comme ça. Et du coup, merci d'avoir répondu, en fait, juste tout simplement, d'avoir osé. En fait, l'une comme l'autre, moi, je suis fière d'avoir osé faire le pas. Et Élise, fière d'avoir osé saisir l'opportunité. Voilà, c'est ce qui a créé en fait cette expérience. C'est les deux côtés, hein, sans l'une et sans l'autre, on n'aurait pas pu vivre ça. Et puis voilà, d'avoir apporté cette petite bulle pleine de good vibes, vraiment... pendant 2 semaines, vraiment pleine de good vibes. Ça, tu sais, ça a un peu requinqué en fait finalement pendant mon voyage solo. Ça m'a vraiment redonné de l'énergie, ça m'a requinqué... même psychologiquement, enfin voilà, pour le reste ensuite, pour la suite du road trip, parce que pour moi c'était pas terminé. Élise à la fin quand elle est rentrée, elle est rentrée auprès de sa famille, etc., de son copain, enfin elle est revenue dans sa vie plus en France, c'était un retour pour elle, alors que moi elle partait, mais moi c'est pas un retour encore. Donc c'est 2 sentiments aussi différents qu'on vit différemment, mais qui ont été super positifs, quoi. Et pareil maintenant,
Élise, j'ai hâte de la tatouer, de te tatouer. Quand je me marierai un jour, elle me fera toutes mes décorations. Voilà, toutes mes décorations. En plus, 2 artistes, voilà, on va s'échanger un peu je pense, nos talents, comme on le peut. Bah oui. Et puis, on est contente aussi de véhiculer ce message aussi sur les réseaux sociaux. On a eu des retours incroyables des gens qui sont inspirés par cette histoire. Et juste, c'est hyper gratifiant, en fait, de voir que ça inspire des gens. Voilà, de savoir qu'on inspire des gens. Et nous, on est aussi nous-mêmes inspirés. Tout le monde s'inspire les uns les autres, mais ça, c'est hyper gratifiant, quoi. Donc, merci. Merci à toi. C'est beau. Bah, merci à vous deux, en tout cas, d'être venus partager ça au micro de Chronique de voyage. C'est une histoire inspirante, hein. Je pense que c'est le mot de la fin. J'espère que ça va donner des idées à d'autres et surtout des personnes qui pourraient avoir un peu peur d'aller avec un inconnu, une inconnue, vous montrer que c'est possible et que ça donne des souvenirs magiques, en fait. Oui, et si on peut rajouter peut-être une chose, avec sûr. Maya, on se disait que c'était peut-être important aussi de le dire, que finalement, 2 nanas, on est capable de faire plein de choses. Faut pas se sentir... on entend beaucoup dire des nanas qui voyagent seules et tout. C'est dangereux, il y a plus de danger, machin. Alors, faut faire attention à tout, mais on est capable aussi de partir 2 nanas dans un 4x4. Maya, elle est toute seule pendant 4 mois à bord de son 4x4. Enfin, c'est aussi une notion, si on peut redonner aussi confiance. Il faut pas toujours attendre d'avoir un copain, il faut pas toujours attendre d'avoir une copine dispo. Enfin, si des fois, ça peut redonner confiance au voyage aussi solo et que nous, toutes seules, on est capable de faire de grandes choses et de belles choses. Oui, c'est beau. Très beau mot de la fin, Élise. Ouais, très beau mot de la fin. Je suis d'accord, c'est parfait. Je valide. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Ouais, merci Alban. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.